Bonjour, aujourd'hui on va aborder la question écologie, peut-on sauver le climat avec ceux qui le détruisent? Il y a en Belgique depuis des semaines, des mois même, de splendides manifestations pour le climat, dans d'autres pays aussi, et il y a vraiment une vague de fond dans la jeunesse spécialement, où la chose qui ressort c'est Change the system, not the climate. Ne laissez pas dégrader le climat, changez le système. Je crois qu'effectivement, si on veut sauver le climat, il faut choisir et changer de système. Mais la grande question, c'est qu'est-ce que c'est le système et qu'est-ce que ce serait un autre système? Et là, ces derniers jours, on vient d'avoir en Belgique une initiative assez originale, interpellante. Est-ce qu'elle est bonne? C'est une grande pétition qui a recueilli énormément de signatures. Ça s'appelle Sign for the Future. Et elle a été signée par des ONG comme le World Wildlife Fund, comme le CNCD, une organisation de coopération avec le tiers-monde qui malheureusement est devenue une ONG pro-guerre, ou Médecins du Monde. Donc il y a toute une série d'ONG, il y a toute une série de citoyens, ça a l'air bien. Et puis on voit qu'il y a aussi tous les grands médias et les agences de pub, RTL, Paris Match, tout ça, bien. Ces gens-là qui diffusent de la pub pour toutes sortes de firmes polluantes, est-ce que tout d'un coup ils seraient touchés par la grâce? Mais bon, le problème surtout, c'est qu'on voit derrière cette manif, derrière cette pétition, on voit une série de grands patrons de grosses multinationales belges qui se joignent et qui sont en train de dire, voilà, on va tous lutter ensemble, les entreprises, les ONG, les jeunes, les citoyens, pour le climat. Ça serait beau si c'était vrai. Le problème, c'est est-ce qu'on peut leur faire confiance? La première chose à regarder, c'est quelles sont les revendications qu'ils ont avancées. Il y en a trois, et sincèrement, c'est très vague. Les trois revendications sont qu'une loi doit intervenir qui interdit des émissions de gaz toxiques pour 2050. Donc jusqu'en 2050, on peut continuer à polluer comme ça. Deux, avant la fin 2022, le gouvernement doit investir pour sauver le climat. Ça fait encore 4 années de perdu. On attend quoi là? Fin 2022. Et une commission indépendante va évaluer comment les choses évoluent. Bien, c'est complètement vague, c'est des promesses. Avec ça, on donne un chèque en blanc à une série de partis politiques qui, depuis des années, n'ont absolument rien fait pour le climat. Sinon, des promesses, des conférences, des déclarations, mais il n'y a absolument rien qui change. Donc, on doit examiner si, je disais donc, niquons le système, pas l'écosystème, on doit examiner si c'est possible avec des entreprises comme celles qui sont derrière cette pétition, cette plateforme. Et là, vous avez par exemple la BNP Paribas, une des grandes banques en France, en Belgique, dans le monde. Le problème, c'est que BNP Paribas investit 30 milliards d'euros dans le charbon, le pétrole et le gaz, beaucoup plus que toutes les autres banques. Et ils viennent faire quoi là alors? Ils sont en train d'investir dans les choses les plus polluantes, ils ne changent rien et ils se prétendent défenseurs écologistes. Une autre firme qui signe ça, c'est Unilever. Vous ne connaissez peut-être pas sous ce nom-là, mais quand vous allez au supermarché, une grande partie de votre caddie, c'est rempli de produits d'Unilever. C'est avec Nestlé, Danone, deux, trois firmes comme ça. C'est le plus gros de fabricants, distributeurs en alimentation, en produits d'hygiène, etc. C'est vraiment ça qui remplit les caddies. Et donc, Unilever, ben, c'est un gros problème parce que c'est les principaux pour déforester la forêt en Amazonie. On cultive l'huile de palme,
on détruit la forêt dont nous avons tellement besoin et on inonde les marchés de produits en plus qui ne sont pas du tout bons pour la santé. Un autre exploit de Unilever, c'est le plastique, quoi. C'est des frénétiques, des malades chroniques du plastique. Pour vous donner une idée, en Asie, en Inde, où les gens sont pauvres, ils diffusent leur shampoing, pas dans des bouteilles en plastique, mais dans des petites doses individuelles pour une fois, parce que les gens sont pauvres. Donc on a calculé qu'ils ont produit en un an 27 milliards de sacs plastiques de déchets. Donc, désolé, Unilever, quand il vient dans les manifs pour le climat, c'est comme si on appelait un pyromane en disant c'est lui qui va éteindre l'incendie. Bien. Une autre firme importante, c'est Umicore. Materials for a Better Life, ça sent splendide. Clean Technologies. En réalité, Umicore, ce sont sous un autre nom, l'Union minière. C'est les gens qui ont assassiné Patrice Lumumba au Congo, qui ont instauré la dictature de Mobutu. Et je m'excuse, mais quand une multinationale assassine des présidents, des premiers ministres qui veulent défendre leur pays et qui veulent éliminer la pauvreté, mettre des dictateurs à la place, c'est évidemment une cause énorme de pollution. On n'a jamais entendu Umicore faire une autocritique là-dessus ou indemniser la famille de Patrice Lumumba, reparer envers le peuple du Congo. À Hoboken, près d'Anvers, où ils ont une usine, il y a une pollution absolument considérable pendant des années. Ils n'ont pas vraiment assaini et les femmes ont 2 fois plus de chances là de faire des cancers du sein. Donc, bon, Sign for My Future, je m'excuse, mais c'est ce qu'on appelle du greenwashing. Et il y a aussi, avec Umicore, il y a Solvay, qui sont des grands déforestants qui sont des grands pollueurs. Umicore et Solvay sont notamment énormément dans le travail pour les nouvelles batteries pour les voitures électriques. Bien, c'est probablement moins polluant que le pétrole, bien entendu, mais le problème, c'est est-ce qu'on doit développer énormément de transports individuels en bagnole avec toutes les conséquences qu'on connaît, ou est-ce qu'on doit développer à fond les transports publics? Donc, cette initiative de Sign for My Future a soulevé beaucoup de résistance. Il y a par exemple un mouvement qui est très actif ici en Belgique, Students for Climate, qui a déclaré, je cite, « Bien entendu, c'est bien qu'il y ait un dialogue qui démarre, mais nous ne croyons pas que ces entreprises qui sont dirigées par la soif du profit absolument vont comme ça d'elles-mêmes prendre des mesures ambitieuses pour le climat. En fait, nous n'acceptons pas leurs récits, les histoires qu'ils racontent sur la problématique du climat. Et nous, dit Students for Climate, on va venir en rue et on va leur montrer qu'est-ce que c'est vraiment la démocratie. » Le problème, donc, c'est que ces multinationales ne sont pas du tout crédibles parce que les multinationales qui signent ce genre de pétitions et qui font du greenwashing, ce sont ces multinationales, 1, qui polluent le plus, 2, qui payent le moins d'impôts, et 3, qui font le plus de lobby pour empêcher des petites mesures qui pourraient protéger le climat. Bon, ça c'est une accusation, il faut donner des preuves, et donc les preuves en voici par exemple. En fait, il faut bien distinguer la propagande et la réalité. C'est comme pour la guerre. Les dirigeants, les présidents, les sociétés font une propagande pour la guerre en disant qu'elle est humanitaire, mais ce qui compte, c'est la version réelle. Eh bien, dans la question du climat et de la pollution, c'est la même chose. Ils font leur propagande, comme on vient de leur dire, ça leur coûte pas très cher, mais le grand problème, c'est que en coulisses, ils travaillent pour empêcher de vraies mesures d'avancer. Je vais donner un exemple ou deux. C'est le plus gros lobby du business en Europe, il s'appelle Business Europe. Vous avez ici la photo de ces charmantes personnes qui travaillent à Bruxelles pour faire en sorte qu'aucune décision qui les embête un peu ne soit prise. Et Business Europe, c'est intéressant, il y a un document qui a fuité, merci aux lanceurs d'alerte, et dans ce document, Business Europe dit qu'ils vont s'opposer à des plus hautes ambitions pour le climat que ce qui avait été décidé à la COP, et on sait que c'est rien du tout,
et nous allons user les arguments habituels de la communauté économique mondiale, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas payer pour les autres. Là, vous voyez, c'est l'argument fondamental de ces multinationales. Ils disent non, on ne peut pas, nous, faire des choses pour l'écologie parce qu'alors ça va nous coûter de l'argent et on va perdre notre compétitivité par rapport à nos rivaux. Ça, c'est le piège. Tant qu'on est là-dedans, dans une économie pour faire des profits maximum et plus que les voisins, évidemment qu'on va continuer à polluer. Et je vais revenir là-dessus dans 2-3 minutes. Pour le lobby, c'est vraiment très très grave. Par exemple, en mai de l'année dernière, la Commission européenne est venue avec un projet pour diminuer tous ces plastiques dans lesquels on emballe les choses qu'on nous vend. Et l'idée, c'est qu'on allait réduire beaucoup ça et que le pollueur allait être le payeur. C'est-à-dire que les fabricants qui emballent leurs affaires dans du plastique allaient devoir payer. Eh bien, directement, un lobby qui s'appelle Plastics Europe est venu prendre des mesures, je cite, tout ça, ça entraverait la libre circulation du plastique. Et en avant, on continue. Et la firme Solvay, qui signe la fameuse Sign for My Future, est aussi un membre très éminent de Plastics Europe. C'est une très grosse usine de chimie et ils veulent continuer à polluer. Le Parlement européen avait par exemple décidé que, vous savez, tous les bouchons des bouteilles en plastique qui se jettent, qui traînent partout, etc., on allait obliger les fabricants à faire en sorte qu'ils ne se détachent plus de la bouteille, qu'on ne puisse plus les détacher et qu'on puisse au moins recycler tout. Qui est venu faire du lobbying pour empêcher ça? Danone. Danone est aussi dans les signataires de la fameuse appel des multinationales soi-disant pour le climat. Donc vous voyez, on est à fond dans le lobby. Encore un exemple, il y a 1 an ou 2, je crois, le gouverneur de Californie a voulu prendre des mesures pour que tous les produits indiquent s'il y avait des composants OGM qui venaient dans ces produits que les gens achetaient et consommaient. Qui a fait du lobbying en dépensant 450 000 $ pour empêcher cette mesure de passer? Unilever, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est une des firmes qui signe maintenant le nouvel appel greenwashing. Donc voilà, on est vraiment dans un travail de lobbying constant, et en fait, il faut maintenant réfléchir en profondeur. Changer le système, c'est quoi? Ben, si le capitalisme, c'est le gaspillage, et je suis convaincu de ça, alors c'est le capitalisme qui est le problème de la pollution. Et le capitalisme, c'est le gaspillage parce que comment est-ce qu'une entreprise arrive à dominer le marché? En faisant plus de profit. Comment est-ce qu'on fait plus de profit? En vendant plus cher, mais ça, c'est pas la meilleure méthode. Et donc, surtout en vendant davantage. Donc, il faut vendre de plus en plus. Mais c'est ça le problème. Notre intérêt à nous, c'est d'avoir les biens dont nous avons besoin et pas qu'on nous pousse avec des publicités et toutes sortes de choses à acheter de plus en plus. Et regardez, dans la société dans le Sign for My Future, vous avez le patron de Colruyt, ça c'est la grosse entreprise de distribution en Belgique. Vous avez Deleuze aussi, c'est numéro 2 en Belgique. Regardez ce que je viens de recevoir hier sur Internet. Super, c'est Crazy Tuesday. 10% de réduction sur toutes vos courses en ligne et des publicités 1+1. Vous achetez un produit, on vous en donne un autre. On ne vous en donne pas, évidemment, on vous fait payer. Donc on pousse les gens à consommer de plus en plus. Et le problème qu'il faut bien voir, c'est que on est dans un système capitaliste où il y a une concentration de la richesse et du pouvoir économique entre les mains de 200 multinationales. C'est elles qui dominent le marché, c'est elles qui ont le pouvoir économique sur les gouvernements, c'est elles qui écrasent tous les petits et qui éliminent les petits absolument tout le temps. Et là, on va prendre l'exemple de l'agrobusiness. L'agrobusiness étant, c'est pratiquement la moitié de la pollution dans le monde. Là-dessus, je vais me baser sur un livre de Ludo de Witt, que je vous présente ici. Il n'existe qu'en néerlandais, mais en tant qu'éditeur, Investigation a décidé de le traduire. C'est vraiment un très bon livre. Je vous traduis le titre.
Als de laatste boom geveld is, eten we ons geld wel op. Je trouve ce titre formidable. Ça veut dire, lorsque le dernier arbre aura été abattu, alors on mangera notre argent, nos billets. En sous-titre, le capitalisme face à la planète. Dans ce bouquin, Ludo de Witt explique justement ce que je disais sur la concentration. Il prend un exemple des paysans, de producteurs paysans, qui racontent justement comment ils se font écraser par les multinationales de la distribution. Et certains Rémi, paysans, expliquent: l'agriculture moderne ne produit pas de la nourriture, mais du profit. C'est un système d'exploitation. Quelques très gros détaillants, comme chez nous Colruyt et Delhaize. Bon, en France, c'est Carrefour, Auchan, en Suisse, Migros, La Coop, tout ça. Quelques gros distributeurs déterminent les prix. Un paysan doit vendre 18 litres de lait pour se payer une chope de bière. Colruyt se vante d'avoir 18 000 travailleurs, devenu une très très grosse chaîne en Belgique. Mais au prix de quoi? demande Rémi. Il y a 30 ans, dans ma commune ici, à Alken, il y avait encore beaucoup de petits magasins et 600 paysans. Aujourd'hui, il reste 12 paysans et tous les magasins sont partis. Et donc, le problème qu'on a, c'est que dans l'agrobusiness, mais il y a les producteurs, il y a les distributeurs dont j'ai parlé, mais il y a surtout les producteurs. Il y a des firmes comme Nestlé, Unilever, Pepsi, Danone. Ils éliminent tous les petits producteurs du marché et c'est eux qui produisent le plus et c'est eux qui ont un tel pouvoir sur les gouvernements et les parlements que rien ne change. Et Ludo de Witt pose très très bien dans ce livre la question du système dans lequel on vit. L'agro-industrie, je rappelle qu'elle, selon les estimations, elle produit 44 à 57% des émissions nocives pour l'atmosphère. Et Ludo de Witt explique: aux États-Unis, la distance normale moyenne entre le champ et la table du consommateur est de 2400 km. 2400 km, que fait la nourriture dans votre assiette? Du point de vue de la production du profit, dit ironiquement de Witt, ce mode de commerce est très rationnel. En effet, chaque phase du processus de production se déroule là où le prix de production est le plus bas. C'est-à-dire là où les salaires sont les plus bas, c'est-à-dire là où il n'y a pas de réglementation pour protéger les travailleurs. Et donc, c'est normal pour l'agrobusiness qu'on ait de telles chaînes de production et de circulation de la nourriture. Les cochons, dit-il, pour prendre un exemple, sont engraissés en Roumanie avec des déchets de soja qui proviennent d'Argentine et du Brésil, et les carcasses sont transportées en Italie où elles les transforment à nouveau en nourriture. Il a analysé les céréales Kellogg's, qui, entre parenthèses, ne sont pas du tout bonnes pour la santé, et il a repéré qu'une boîte de céréales de Kellogg's provient d'un maïs d'Argentine, de poudre de lait d'Europe, de riz d'Égypte et de Thaïlande, et du froment d'Espagne et le sucre des États-Unis. Voilà, ça c'est le genre de production que nous amène ce système capitaliste avec une concentration très très forte. Et il explique que voilà, les grosses multinationales ont éliminé les petits magasins, même dans un pays comme le Mexique, les petits commerces sont disparus et ce sont des supermarchés, de Carrefour et de tous des trucs comme ça. Donc, je crois que Ludo de Witt, et c'est vraiment la raison pour laquelle je vais traduire et éditer ce livre le plus vite possible en français, il pointe bien que tant qu'on ne touche pas à la racine, à la cause fondamentale des problèmes de la pollution, on va prendre des petites mesurettes, on va se culpabiliser en tant que consommateur individuel. Bien entendu, il faut faire chacun ses efforts là où on est, mais ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de décider qui va produire quoi et comment la majorité des gens, surtout les pauvres, vont consommer. Je crois que, et Ludo de Witt analyse bien aussi comment les solutions de certaines ONG, des partis socialistes ou écolos,
sont très superficielles et ne touchent pas, ne veulent pas toucher au cœur du problème qui est le pouvoir des multinationales. Donc, je crois que si on se penche sur la solution, il faut se demander la question, est-ce qu'on doit espérer que les multinationales deviennent raisonnables ou est-ce qu'on doit imposer un autre système, c'est-à-dire produire autrement? Et je crois que le problème de l'écologie est profondément lié à la question de la pauvreté et on doit beaucoup se pencher sur le problème des paysans producteurs. Ici en Belgique, avant, on consommait des haricots produits sur place. Maintenant, les haricots viennent du Kenya ou d'Éthiopie, on prend les meilleures terres, on appauvrit les paysans, on pompe l'eau, et les paysans là-bas vont dans les bidonvilles, ils n'ont plus de boulot, tandis que les paysans ici en Belgique, en France, en Europe, il y a énormément de suicides, ils sont en faillite. Il est clair qu'il faudrait, selon moi, protéger les paysans, subventionner la nourriture qu'ils produisent, aussi pour avoir une nourriture saine, leur faire des prêts, pouvoir faire des coopératives pour le partage du matériel, les faire échapper à la dictature des banques et des grosses sociétés qui rachètent leurs produits et quand ils sont en faillite, l'entreprise est tout simplement absorbée. Donc pour prendre des mesures pour protéger les paysans, on a vraiment besoin d'un État fort qui puisse prendre des mesures contre le business. Mais ça n'a rien à voir avec l'État actuel. Je crois qu'on doit vraiment changer de système. Et là, je vais faire appel à une jeune fille absolument admirable, Greta Thunberg, dont vous avez déjà entendu parler. Elle est allée à Davos engueuler les riches de la planète. Elle a fait remarquer qu'elle était venue en train depuis Stockholm, donc elle avait mis beaucoup de temps. Tandis que les riches, ils étaient venus tous en jet privé. Donc c'est joli d'inviter Greta parler de sauver la planète, mais ils font exactement le contraire. Et on va prendre le message que Greta, très courageusement, leur a donné là-bas et qui renforce tout à fait ce que Ludo de Witt disait, ce que j'ai voulu montrer aujourd'hui. Je lis Greta Thunberg à Davos. Les responsables savent exactement quelles valeurs inestimables ils ont sacrifiées afin de continuer à gagner des sommes d'argent inimaginables. Il est parfaitement injuste que les anciennes générations nous lèguent cela à nous ainsi qu'aux générations futures et qu'il nous revienne de nettoyer après eux. Les jeunes doivent réaliser que leur avenir est en péril, ils doivent faire quelque chose, se mettre en colère et transformer cette colère en action. Et là donc, je crois que c'est un encouragement à vraiment changer de système et cesser de faire confiance aux gens d'en haut. En Belgique, on a donc, comme je l'ai dit, des manifestations absolument magnifiques avec plein de jeunes qui brossent les cours le jeudi pour venir manifester un peu partout. Ça dure depuis des semaines. Et là, la réaction des partis politiques, on va avoir des élections générales bientôt en Europe, vous en France, des élections européennes. La réaction des partis politiques du gouvernement a été d'une lâcheté, d'une hypocrisie, d'une mauvaise foi incroyable. On a même eu une ministre en Flandre. En Belgique, c'est formidable. Avec notre système, on a 4 ministres de l'Environnement et il n'y en a aucun qui fait rien. Et on a donc une ministre de l'Environnement en Flandre qui a déclaré que les manifs pour le climat, c'était un complot, que les jeunes étaient manipulés par Greenpeace, peut-être la Russie ou je ne sais pas quoi derrière, que c'était un complot et qu'il fallait qu'ils rentrent à l'école et qu'on fasse confiance. Le président, elle a raconté des trucs, même qu'elle avait des documents de la sûreté belge expliquant que c'était vraiment un complot. Elle avait tout inventé, la pression était telle qu'elle a dû démissionner et son président de parti, M. Beck, a dit que oui, quand même, il y avait un complot derrière l'histoire du climat et ça le dérange évidemment. Pendant des années, ils ont laissé les multinationales polluer, donc maintenant on présente la facture, ils ont peur du résultat aux élections. Et un chroniqueur dans un journal flamand que je lis ici a très bien fait remarquer, oui, il y a des complots, mais ce n'est pas là où on les cherche. Et il disait lui aussi, les grandes multinationales ont un pouvoir de plus en plus grand. Ils éliminent les nouveaux ou les petits acteurs sur le marché. Et un président de parti ne devrait pas se tracasser du fait qu'un écolier reçoit des conseils de Greenpeace ou que les marches climatiques sont infiltrées par la gauche, comme si, dit-il, le pouvoir était là. Je suppose, ajoute-t-il avec humour, que dans les quartiers généraux d'ExxonMobil, d'Engie, etc.,
on n'a encore pas cessé de rire parce que le vrai pouvoir, il est dans le big business et dans ses lobbies. Donc voilà, je crois que on a des arguments vraiment importants pour dire il faut s'en prendre au système, il faut s'en prendre aux règles du jeu. Et je pense que on doit réfléchir à des revendications solides qui doivent être élaborées en bas, comme Étienne Chouard le disait à propos du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Les revendications contre la pauvreté, il ne faut pas attendre que ça tombe d'en haut, il faut les élaborer, nous, en bas, et les imposer. Pour l'écologie et la défense de la planète, c'est la même chose. Donc pour moi, il faudrait réfléchir à des pistes disant, un, que l'obsolescence programmée, vous savez, le fait que Apple s'arrange pour mettre un petit truc dans votre téléphone ou dans votre ordi qui fait qu'au bout de X années, il ne va plus fonctionner. Et c'est comme ça dans l'électroménager, dans plein de trucs. L'obsolescence programmée, ça devrait être illégal et sévèrement sanctionné avec des amendes et des peines de prison. Je pense aussi que ce gaspillage, vous savez, quand vous allez au magasin et que vous dites ah il y a une panne à mon sèche-linge, à ma lessiveuse ou à ma machine à laver la vaisselle, il y a une panne, est-ce qu'on peut réparer? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, ça coûtera beaucoup plus cher de réparer que de le remplacer. D'ailleurs, on a justement une promotion là qui est intéressante, etc. Donc eux, ils n'arrêtent pas de pousser à la consommation. Ça devrait être complètement interdit. Et je pense qu'il faut des lois très strictes pour dire tout ce qui est réparable doit être réparé. On n'a pas besoin de remplacer, c'est un gaspillage de matières premières, de minerais, d'énergie absolument incroyable et ça nous fait du tort. On doit également, je pense, puisque le grand problème, c'est de développer des transports publics pour les personnes et pour les marchandises, il faut selon moi des transports publics pour les personnes gratuits ou à un prix symbolique pour qu'on utilise la bagnole seulement quand les endroits retirés ou quand c'est vraiment nécessaire parce qu'on doit porter des paquets ou des choses comme ça, mais pas pour aller au boulot. Ça, c'est absurde. Il faut des transports publics de qualité, fréquents, partout. Il faut arrêter de fermer les petites gares et les petits arrêts. Au contraire, il faut en développer beaucoup plus. Ça doit être payé comment? Mais pas par les consommateurs, ça doit être payé par des taxes sur les profits de Peugeot, de General Motors, de Mercedes, de toutes ces firmes polluantes et évidemment des firmes énergétiques qui font des profits colossaux. Eh bien, il est temps qu'ils les partagent et qu'ils payent les équipements nécessaires. Pour développer le transport des marchandises, autrement par tous ces camions qui nous polluent, qui nous font tellement d'accidents, etc., et de problèmes, il faut une recherche publique financée par l'État et avec un contrôle populaire. Il y avait beaucoup plus de recherche publique avant. Maintenant, tout dépend des multinationales qui ne font que les recherches qui les intéressent et qui enterrent des brevets dans les tiroirs si ça nuit à leurs produits actuels. Donc, il faudrait des recherches publiques pour déterminer les meilleures mesures pour l'énergie, pour les transports et pour notre santé. Comme je l'ai dit, il faut des mesures importantes pour protéger les paysans contre le big business, il faut favoriser le circuit court et je pense que la publicité pour les enfants mais aussi pour les autres, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui nous pousse, surtout les gens qui n'ont pas les moyens et l'éducation pour se méfier de la publicité, qui nous pousse à consommer des trucs pas forcément bons pour notre santé et à gaspiller énormément. Donc je disais, voilà, il y a des élections bientôt. Je pense qu'il faut interpeller. Ce n'est pas que je dise que tout va se résoudre par des élections. Je veux dire qu'il faut aussi, à cette occasion-là, examiner les programmes des partis. Et bon, dans les programmes des partis qui ont été au pouvoir jusqu'à présent en Belgique, la France n'a pas pu analyser ces programmes, ce sera à vous de le faire. Dans les partis qui ont été jusqu'à présent au pouvoir en Belgique, on peut dire que ce sont tous des partis anti-écologistes, anti-planète, des partis aux ordres du big business. Donc on ne peut pas chercher de ce côté-là. En Belgique, on annonce un très grand succès électoral d'Ecolo, c'est le Parti vert en Belgique et Groen en Flandre. C'est une bonne chose, je pense, que les gens expriment leur mécontentement, leur envie de changement. J'ai lu un peu les revendications qu'ils proposent s'ils arrivent au gouvernement. C'est sympa, mais c'est très mou, hein. C'est des petites mesures. Il n'y a pas vraiment des choses fondamentales par rapport au big business.
J'ai vu tout récemment, comme le gouvernement est quasiment dissous en Belgique, il est au chômage, que les écolos ont fait une bonne proposition, c'est qu'on ne puisse plus, le pays, la Belgique ne puisse plus partir en guerre sans qu'il y ait un vote et une discussion au Parlement. Je trouve ça bien, parce que justement, Écolo a beaucoup trop approuvé les guerres décidées par le big business en Europe. Donc ce serait bien qu'il y ait des débats, et ils devraient ouvrir ce débat. Mais leur programme pour la planète, je pense qu'il n'est pas à la hauteur des attentes des jeunes. Il y a le PTB aussi en Belgique, évidemment, qui est un programme plus radical, qui exprime qu'effectivement, si on veut défendre la planète et la santé, il faut prendre des mesures contre le big business. J'aimerais bien qu'ils insistent plus sur l'opposition à la guerre, parce que je pense que la guerre, c'est un moyen de domination et d'exploitation de l'ensemble de la planète. C'est par la guerre que les multinationales appauvrissent les pays producteurs du tiers-monde, les empêchent de se doter de dirigeants qui vont prendre des mesures écologiques et des mesures contre la pauvreté. Et donc voilà, je crois qu'il y a besoin d'interpeller tous ces partis par rapport à cette nécessité de prendre en main notre sort sur la planète. Je regarde rapidement vos interventions et vos questions. Je ne pourrai pas en prendre beaucoup parce que c'est difficile en même temps de donner les explications et de présenter les images. Oui, voilà, il y a des interventions intéressantes. Donc vous savez que après Facebook, on sera aussi sur YouTube. Ça va être euh, rediffusé. Carmelo, par exemple, qui dit le coût logistique des marchandises dépasse le contenu. C'est absurde. Tout ça pour privilégier ces grosses firmes qui nous bombardent de pubs et les producteurs locaux sont inaccessibles pour la majorité des gens. Tout à fait, c'est vraiment très très bien. On doit vraiment discuter. Il y a de plus en plus de gens qui disent on doit maintenant favoriser les producteurs locaux et on doit diminuer tous ces trajets. Quelqu'un me demande qu'est-ce qu'on va avoir la semaine prochaine comme sujet. J'ai pas encore décidé. Vous pouvez envoyer vos propositions et vos commentaires et vos réactions par... J'ai affiché l'adresse Michel Midi à Investigation. Je la remettrai à la fin, mais j'oubliais que là-dessus, vous ne m'entendez pas. Donc, je n'ai pas encore décidé. Vous pouvez envoyer vos propositions, vos questions, vos demandes, vos critiques pour les prochains sujets à déterminer. Je vous remercie beaucoup de votre intérêt et je pense que, en conclusion, c'est vraiment important de réfléchir et d'engager un maximum de débats autour de nous sur toutes ces questions. Je crois que l'humanité est à un tournant sur la question de la pauvreté, sur la question du développement et de l'injustice, sur la question du climat, sur la question de la guerre. On est vraiment à un tournant et la question doit être posée dans ces termes. Ou bien on se bat tous ensemble pour le bien commun, c'est-à-dire produire les choses dont nous avons besoin, pas des choses inutiles, nocives, qui exploitent et qui font du tort à beaucoup de gens, ou bien l'humanité se bat ensemble pour le bien commun, ou bien on continue à être dominé par la loi du profit maximum et de la concentration aux mains du 1%. L'humanité doit choisir entre coopérer ou se battre. Je vous remercie.